Cette année, 70 ans depuis la Déclaration universelle des droits de l'homme. Comme tout anniversaire, c'est l'occasion de faire un bilan de la protection des enjeux essentiels de l'humanité et aussi, pour l'avenir, d'envisager les perspectives d'évolution du droit international dans ce domaine. Alors le bilan. Au lendemain des barbaries de la Seconde Guerre mondiale, la communauté des États décidait de s'allier pour forger un instrument juridique qui devait servir de rempart contre les actes inhumains. À cet égard, la Déclaration universelle de 1948 est un texte véritablement pionnier qui crée des règles pour, si je puis dire, raisonner la raison d'État. Elle place la dignité de l'individu au sommet de la hiérarchie des valeurs protégées. Ce texte, pour autant, n'a pas de valeur contraignante, mais il va faire souffler un vent absolument indispensable d'humanisation sur le monde. C'était d'ailleurs le souhait des auteurs du texte, au premier rang desquels je rappellerai qu'était René Cassin, qui fut membre du Conseil constitutionnel, l'institution que j'ai l'honneur de présider aujourd'hui. La déclaration de 1948 est une force d'inspiration pour beaucoup d'instruments internationaux, régionaux ou nationaux qui, eux, sont contraignants. Par exemple, les deux pactes de 1966 sur les droits civils et politiques et sur les droits économiques, sociaux et culturels. Par exemple, la Convention européenne des droits de l'homme de 1950, ou encore des constitutions nationales qui s'y réfèrent expressément. Le texte de 1948 est marqué par une vision, disons, occidentale des valeurs protégées. Mais progressivement, les droits de l'homme se sont émancipés de cette vision. Et par exemple, ils ont été invoqués à l'appui de la décolonisation ou de l'incrimination de l'esclavage comme crime contre l'humanité. Depuis 1948, les garanties juridiques des droits de l'homme se sont heureusement accrues, mais il faut reconnaître qu'elles sont fragilisées actuellement par des vents contraires. Dans certaines régions du monde, le développement économique se fait, on le sait, au détriment des droits civils et politiques. Et de plus en plus, y compris en Europe, la montée des populismes menace un certain nombre de libertés fondamentales issues de l'esprit de 1948. Par exemple, ces régimes cherchent d'une façon ou d'une autre à contrôler les juges constitutionnels pour mieux soumettre le droit à leurs propres bottes. C'est pourquoi la protection des droits de l'homme exige une vigilance constante et c'est ce à quoi nous veillons ici au sein du Conseil constitutionnel français. Pour l'avenir, en 1948, le droit international était convoqué pour protéger la personne humaine contre les atteintes à sa dignité. Et c'est bien sûr toujours d'actualité. Mais aujourd'hui, en 2018, c'est aussi le vivant dans sa globalité qui est menacé. Et les signaux, malheureusement, sont tous au rouge. Le réchauffement climatique, l'effondrement de la biodiversité atteignent des niveaux sans précédent. Face à de tels risques, il faut absolument agir. Agir en matière d'environnement, c'est un impératif écologique, mais c'est aussi un impératif humanitaire, en raison de la communauté de destin qui unit l'homme à l'environnement. Toutes nos forces disponibles doivent donc être mobilisées, les forces politiques, les forces économiques, les forces sociales, mais aussi la force du droit. Et c'est là où 48 et puis la suite a une importance particulière. Il existe aujourd'hui plus de 500 accords multilatéraux sur l'environnement qui traitent toute une série de questions sectorielles. Mais cette profusion n'empêche pas un certain manque d'efficacité du droit international de l'environnement. Et l'une des raisons, c'est que jusqu'à présent, au niveau international, les principes fondamentaux du droit de l'environnement n'ont été inscrits que dans des déclarations, certes magnifiques, mais non contraignantes. Je pense à la déclaration de Stockholm en 1972 ou à celle de Rio en 1992. Les choses ont changé notamment en 2015 avec l'adoption de ce qu'on appelle les objectifs de développement durable des Nations Unies et avec l'accord de Paris, que j'ai eu l'honneur de présider, qui ont créé un élan nouveau pour des actions nouvelles. Et désormais, il est clair que non seulement nous avons besoin d'un véritable traité international qui rassemble tous ces principes, mais que ce traité est à notre portée.
Et c'est cela qui est nouveau et qui s'inscrit dans le fil de la déclaration de 1948. En 2016, j'ai décidé de soutenir le projet d'un pacte mondial pour l'environnement. Depuis, ce projet a été précisé, il a été approuvé notamment par le président français Emmanuel Macron, il a été officiellement lancé lors de l'Assemblée générale des Nations unies en septembre 2017 et la phase diplomatique est en cours. Ce pacte mondial pour l'environnement est en réalité un texte cadre, ce qu'on appelle en bon français « umbrella text », qui propose d'établir un certain nombre de droits et de devoirs fondamentaux en matière d'environnement. Le droit de vivre dans un environnement sain, la souveraineté sur les ressources naturelles, les responsabilités communes mais différenciées, le devoir de prendre soin de l'environnement, le principe du pollueur-payeur. Ce pacte mondial pour l'environnement, leur donnera une valeur contraignante. C'est ça qui est nouveau. Il s'inscrira donc dans la continuité des deux pactes de 1966, que j'ai cités tout à l'heure, qui étaient eux-mêmes adoptés dans le prolongement de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Vous voyez donc la séquence 1948, 1966 et désormais, espérons-le, le pacte mondial pour l'environnement. En mai 2018, l'Assemblée générale des Nations unies a voté une première résolution favorable. Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, présente un rapport sur la question d'ici la fin 2018. L'objectif, maintenant, c'est d'ouvrir des négociations diplomatiques formelles pour définir et adopter le pacte mondial pour l'environnement, si possible d'ici 2020 ou au maximum 2021. Ce pacte contribuera notamment à créer un espace harmonisé de normes environnementales, à assurer une plus grande sécurité juridique pour tous et à améliorer la protection de l'environnement. En 1948, c'était la protection de l'individu qui était le défi majeur à relever au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Le défi reste, je l'ai dit, actuel. Mais en 2018, c'est dans sa globalité le vivant et la pérennité de l'humanité tout entière qui doivent être préservés par la construction d'un droit international ambitieux et puissant. Le message que je voudrais donc porter à travers ce dialogue, qui en réalité est un monologue, c'est un message de vigilance et en même temps d'espérance. En citant le grand poète allemand Hölderlin, qui écrivait « Là où croît le péril, croît aussi ce qui sauve ».